Bonjour à tous, on est Bonjour. ravis de vous accueillir dans le cadre de ce festival, d'accueillir les IC1. On vit ensemble, mais c'est vrai qu'on ne communique pas forcément énormément. Et bien là, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est ravis de venir vous présenter un peu notre compréhension de l'intelligence artificielle et la façon dont on l'intègre dans le groupe Canal aujourd'hui. On va vous faire une présentation on va essayer assez simple. L'idée, c'est qu'on interagisse donc le plus possible. Donc, dès que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, et puis on tâchera d'y répondre pour essayer de vous donner le plus de clarté et de compréhension, la meilleure compréhension possible de l'intelligence artificielle. Donc, je suis Thomas Follin, je m'occupe de la transformation au sein du groupe Canal+. Et je suis accompagné de Laura Diaz, qui travaille à la stratégie du groupe et qui porte tous les sujets d'IA pour le groupe auprès de moi. Je vois que vous avez commencé à flasher le QR code. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre mobile sur slido.com. Et on voulait commencer par vous poser une petite question. Je vais afficher. Il n'y a pas de réseau. Vous avez un Wi-Fi guest normalement. Voilà. J'attends juste quelques minutes que vous ayez l'occasion de le faire. Sinon, c'est slido.com et on vous redonnera le numéro. Ah bon, il s'affichera encore, je pense. Ok, c'est parti. Du coup, je vous laisse répondre à la question. On voulait savoir quel était votre niveau de compréhension de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous sentez expert parce que vous travaillez dans le domaine? Est-ce que vous êtes familier parce que vous avez testé régulièrement ou vous utilisez régulièrement des solutions d'IA? Est-ce que vous êtes encore peu familier mais vous avez quand même testé 2-3 trucs? Ou est-ce que vous êtes totalement débutant? Vous avez tout à apprendre. Ok, donc on a une population qui a quand même testé ou qui utilise régulièrement des applications d'IA, ce qui au final est normal parce que ça fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et on va peut-être vous en parler et vous dire comment nous on conçoit l'IA en quelques mots. Alors déjà, l'IA, sachez que c'est un mot qui a été couronné mot de l'année par le dictionnaire Collins en 2023. Et dans les mots du Parlement européen, l'IA, c'est un outil qui est utilisé par une machine pour répliquer les comportements humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Est-ce que pour autant, c'est la même chose, Thomas, qu'un humain? Ah non, c'est assez différent, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore l'empathie dans l'intelligence artificielle. Ça va venir. Il y a eu une récente communication de Microsoft où on commence à, je ne sais pas si le film Her vous est familier. C'est un film où effectivement un homme va interagir avec une intelligence artificielle et ils vont tomber amoureux, si je puis dire. Et donc on commence à avoir des discussions qui se mettent en place entre l'intelligence artificielle et l'homme. Donc ça, c'est la dernière version 4.0 de ChatGPT qui est sortie il y a quelques jours. Mais pour autant, effectivement, il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas le calcul. Aujourd'hui, c'est les modèles qui vous sont familiers, comme ChatGPT, sont fondés sur le langage et ils savent très bien parler, parfaitement comprendre ce qu'ils lisent, mais pour autant, ils ne savent pas compter. Donc, si vous lui demandez 3 plus 3, soit il a lu 150 000 fois que 3 plus 3 faisait 6, il va vous dire ça fait 6. Mais s'il ne l'a pas lu, il ne le sait pas parce qu'il ne sait pas compter. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un champ d'études qui est très très large, mais on s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle générative, qui est le dernier maillon d'évolution de la discipline, et notamment des grands modèles de langage dont Thomas commençait à parler, qui sont en fait des programmes informatiques sophistiqués, qui sont conçus pour comprendre et générer du texte de manière semblable à un être humain. Ils sont entraînés sur de grandes quantités de données textuelles, et ils apprennent des schémas et la structure de notre langage. Et on peut les utiliser pour faire plein de tâches. Donc là, on a schématisé un petit peu. Ah oui, pardon. Ok. Je vais juste ouvrir les petites... Peut-être c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps, mais on connaît, on observe cette accélération absolument phénoménale. Ce qui explique cette accélération,
c'est la capacité que l'on a identifiée de pouvoir paralléliser les calculs. Et le fait d'avoir trouvé cette solution pour paralléliser les calculs a donné une puissance extraordinaire pour intégrer beaucoup de données dans ces large language models et pour qu'ils apprennent extrêmement rapidement. Et c'est ça qui a fait cette accélération d'un coup, alors que ça fait une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, que l'on travaille sur l'intelligence artificielle. Et donc, si on réfléchit à ce qui caractérise ces LLM, donc ces Large Language Models, d'abord, c'est le type de données sur lesquelles ils sont entraînés. Donc, comme tu disais, Thomas, c'est un volume conséquent. C'est aussi de la donnée qui est non structurée. Donc, on n'est plus sur des bases de données qui ont été travaillées pour ça. Ça peut être de la donnée textuelle. C'est des modèles et des jeux de données qui sont très larges et très gourmands en capacité de processing. C'est un apprentissage qui est renforcé, notamment par l'utilisation. Et c'est une architecture de type transformer, donc ça c'est relativement technique, mais la façon simple de le schématiser, c'est que ça fonctionne en couches, c'est-à-dire que l'input, donc ce qui est mis dans le modèle, est ensuite traduit et encodé. Et chaque position de chaque mot, donc qu'on appelle des tokens, vont être encodés. Et en fait, c'est toute cette couche qui donne une compréhension et qui, en sortie, va devoir être décodée pour arriver à une chaîne de mots intelligible d'un être humain. Les typologies de ce que fait un Large Language Model, c'est de générer du texte. Donc ça peut créer du texte, ça peut aider à chercher, ça peut aider à synthétiser également, ça peut aider à classifier, à extraire des données et aussi à réécrire, voire à traduire dans d'autres langues, ce qui est utile dans le groupe Canal+. On va vous montrer un certain nombre d'exemples de cela pour que vous puissiez avoir toutes ces idées bien en tête et que ce soit le plus clair possible pour vous. Et du coup, j'espère que vous avez gardé votre page ouverte parce que je vais vous poser une deuxième question via Slido. Ouais, si tu affiches la page, normalement, il y a... Ouais, c'est ça, il y a le QR code. Désolé de vous interrompre. Ah. Petite surprise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le directeur général de Canal+ France. En charge, Monsieur Le Gall, des antennes et des programmes du groupe Canal+. Donc je souhaitais, excusez-moi pour l'interruption, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être venu dans le cadre du festival. On est ravis de vous accueillir et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Qui est abonné à Canal+ ici? Waouh! En plus, on accueille des clients. Donc merci. Vous savez que je suis ici un de cœur, Monsieur Le Gall le sait, donc je suis très heureux de vous accueillir au nom de Maxime Saada, notre président, et toutes les équipes du groupe Canal. On est en tout 8000 dans le monde et on est présent dans 40 pays. Et notre siège social est ici, à ici. Voilà. Merci, bonne conférence et merci beaucoup d'être venu. Merci. Fabrice. Tu vas bien ? Ça nous a donné le temps de voir vos réponses. Toute la salle a utilisé ChatGPT, sans surprise. Vous êtes quasiment la moitié à avoir utilisé le modèle de Google Gemini. Certains ont testé Bing. 20% ont utilisé Claude et 6% ont utilisé Perplexity. Pardon ? Oui, Bing Copilot, c'est vrai. Et en fait, donc c'est sans surprise pour le fait que ChatGPT a été massivement adopté. C'est en fait une des adoptions les plus rapides de l'histoire. ChatGPT a mis 5 jours à atteindre le million d'utilisateurs. C'est plus vite que déjà beaucoup de licornes ou de pure players Internet qui ont eux-mêmes eu des vitesses d'adoption très fortes. Et aujourd'hui, c'est 180 millions de personnes qui utilisent ChatGPT, dont vous. Et on voulait vous faire une démo de Perplexity, qui est celui finalement que vous avez le moins vu. Peut-être tu peux copier-coller le prompt avant de cliquer. Ouais. Trop bien. Donc Perplexity qu'on trouve intéressant parce que c'est focalisé sur la recherche et c'est un agent qui source et qui va chercher dans beaucoup de bases de données sur Internet et qui donne tout de suite ses sources, qui va aussi très vite. Donc on demande quels sont les 3 grands concepts que les lycéens doivent retenir concernant l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez que directement des sources apparaissent et des questions associées. On espère qu'on va passer les messages au travers de cette présentation, mais donc vous voyez la vitesse à laquelle ça a synthétisé une réponse qui est intelligible et qui est sourcée.
documenté. C'est vrai qu'un des freins, un des obstacles qu'on identifiait jusqu'ici concernant l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est jamais sûr de la véracité des réponses que nous apporte le moteur. Maintenant qu'on peut le sourcer, ça limite les hallucinations et on est capable d'aller vérifier avec des sources bien identifiées d'où provient la réponse sur laquelle s'est appuyé le moteur pour vous éclairer. Donc en substance, ce que nous dit Perplexity, qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle étroite. Donc on est sur des intelligences artificielles qui sont très performantes quand elles sont spécialisées, et on a un objectif à long terme qui est de l'intelligence générale, et à très long terme, un objectif d'intelligence, de super intelligence artificielle. Voilà. Et on proposait de vous montrer une petite démo. Oui, alors on a vu qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà vu Gemini. Je pense pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet de percevoir toute la puissance de l'intelligence artificielle, notamment dans l'analyse d'une vidéo. C'est ce qu'on appelle le vidéo compute. Vision compute. Est-ce qu'on a le son? Ouais, il faut juste l'enlever ici. Ah non, c'est le Alors ça, c'est pas normal. Ça va pas aussi vite. Ça, on n'avait pas déjà vu ce problème avec cette vidéo. On va essayer de relancer ça. Ça, c'est YouTube. Ouais, clique sur YouTube. Bon, c'est pas très parlant comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la suite et puis on va essayer de voir si on arrive une fois pour tout à cette vidéo-là. Donc là, c'est une deuxième vidéo. J'en parlais tout à l'heure sur la discussion avec les modèles. Mince. Ah, t'as tout le problème. C'est chiant. Attends. Ah ouais, regarde si t'as une programmation de ta vitesse de lecture au max, là, si tu veux dans ça. Vitesse de lecture normale, non. Attends, on peut essayer sur mon ordi. Aux dernières nouvelles, si, j'ai bien. C'est juste que ça marchait pas la dernière fois, mais on peut essayer. Ah non, c'est la connexion. C'est la connexion qui passe pas. Alors là, c'est la bonne vitesse, mais je me demande si, dans mon cas, c'est qu'il y a... Ah, si ça marche. Ok, bon. Et bah c'est parti. That's an idea. Let's start. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound?
Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? Yazi Is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are 4 tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high-level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves... Donc là, on voit bien la puissance du computer vision, c'est cette capacité à aller analyser la vidéo, de comprendre ce qui se passe, de faire le lien avec des données dans tous les sens, des référentiels, et de délivrer du coup une analyse qui est souvent extrêmement pertinente de la situation. Donc il faut imaginer dans la vie de tous les jours ce que ça peut signifier si on a de l'intelligence artificielle qui va être capable d'analyser tout ce qu'il voit de manière extrêmement précise, extrêmement pointue. On voit dans le domaine médical que l'analyse qui est faite par l'intelligence artificielle est souvent beaucoup plus pertinente que celles que peuvent avoir les médecins qui ne vont pas avoir les niveaux de détail et emmagasiner suffisamment de données, d'imagerie en particulier, pour pouvoir donner le bon diagnostic. Donc ça fait partie des terrains de jeu qui vont être extrêmement améliorés par l'intelligence artificielle demain. Et ce que vous voyez par rapport à l'interface ChatGPT ou Gemini habituelle, c'est que là, on est sur un mode qui est multimodal, au sens où, et donc c'est le terme qu'on entend aussi beaucoup dans le secteur, c'est-à-dire qu'on n'est plus que sur des interfaces qui prennent du texte en entrée et sortent du texte en sortie, mais sur un modèle qui peut prendre de l'image, de la vidéo en entrée et qui peut faire ressortir du son également. Vous avez vu dans cette première démo qu'on vous a montrée, il fallait lui dire que le canard faisait du bruit, donc il n'entendait pas. On a maintenant oui, c'est moi qui l'ai. On a un exemple, en espérant qu'il marche, très récent. Alors Gemini, ça fait déjà quelques mois que c'est sorti cette démo. Mais là, c'est tout récent. Donc c'est l'annonce de GPT-4o, qui est une nouvelle version du modèle d'OpenAI. Et donc ils font une démo live. Donc c'était ce passage-là qu'on voulait vous montrer. So I'm taking out a phone. You are wondering about this wired so we have consistent internet. And if you see, there's this little icon on the bottom right of the ChatGPT app, and this will open up GPT-4o's audio capabilities. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply. And then out. For 4, and then exhale slowly. Okay, I'll try again. Breathing in and breathe out. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. Oui, les noms de la vidéo, il y a plein de trucs sympas. Mais... Ok, donc là vous avez l'exemple. En gros, ce qu'ils ajoutent dans la nouvelle version de GPT, c'est une capacité à interagir vocalement de la manière qu'on a ça aujourd'hui dans les assistants mobiles, mais avec la puissance d'un LLM entraîné sur des milliards de paramètres. Et donc ça devient très très réaliste. Et c'est pour ça que Thomas, je pense que tu faisais référence au film Her,
dans lequel il y avait la voix de Scarlett Johansson, et je trouve que la voix qu'ils ont choisie ressemble beaucoup à celle de Scarlett Johansson. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est pas impossible. On a vraiment l'impression d'y être, quoi. À main levée, qui a déjà fait générer des images par des IA? Ok, plus de la moitié de la salle. On a un public d'experts, là. Ah, ouais. Alors, on voulait vous faire une démonstration rapide de Midjourney, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la nouveauté, jusqu'il y a très peu de temps, Midjourney était uniquement accessible via Discord, qui est un serveur de messagerie qui n'est pas forcément connu de tout le monde, du grand public, qui est beaucoup utilisé par les fans de jeux vidéo. Mais depuis peu, on peut l'utiliser, alors qu'on était déjà dans la bêta, mais on peut utiliser ça depuis leur site. Et donc, qu'est-ce qu'on leur demande? Je crois qu'on avait préparé un prompt. C'est la première fois que je le fais sur leur site. Je ne sais pas si ça marche bien. Ah oui, submitted. D'accord. Je ne sais pas comment ça apparaît. Dans le doute, je vais peut-être vous le mettre sur Discord aussi. Hop. Ah, c'est dans Create. Ok. Ok, donc là, vous voyez qu'il est en train de créer des visualisations. Donc, on voit en temps réel comment se développent les images de la ville d'ici de manière futuriste. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. Je ne sais pas si ça vous inspire pour la suite, mais en tout cas, c'est la façon dont il le voit. C'est dense. Il y a quand même des versions colorées. Et à chaque fois, il propose donc quatre options, et ensuite on peut demander des variations, de upscaler, de remixer certaines choses, de continuer en haut, continuer en bas, de faire des zooms, voilà, de relancer la requête pour avoir d'autres options. Voilà, donc c'est assez rapide et assez impressionnant. Mais il n'y a pas que les images qu'on peut générer de la sorte, on peut aussi générer de la musique. Donc si vous voulez demain être auteur-compositeur, vous pouvez vous faire assister par Suno. On va vous faire une petite démonstration aussi. Pourquoi? Est-ce qu'on a interdit Suno? C'est possible? Non. Ok, donc on va tester ça. On va demander une chanson Soul qui souligne l'esprit d'innovation des habitants icéens qui participent au festival Viva Ici. Ah, bah, je vais me connecter. Voilà, donc ça va générer. Ce qui est intéressant, c'est que auteur-compositeur, justement, la question reste entière de savoir est-ce qu'on peut être auteur-compositeur quand on génère ses créations par l'IA. Et ça, c'est une question qui n'a pas encore été tranchée, du moins juridiquement. Mais en tout cas, la plateforme Spotify détecte automatiquement et refuse les uploads de musique générée par IA désormais. Alors, on crée. Hop, vous voyez qu'il propose directement plusieurs versions de Soul Groovy. Ok, je crois que je peux déjà en lancer une. On irait d'ici, l'innovation résonne, les habitants créatifs, à l'esprit qui bouillonne. Il va ici le festival qui enflamme, une célébration de l'âme de cette ville qui s'exclame. De la musique qui s'élève, les habitants. Si vous voulez une autre mélodie, en général, il génère deux versions. L'innovation résonne, les habitants créatifs, à l'esprit qui bouillonne, viva ici. Le festival qui enflamme, célébration de l'âme de cette ville qui s'exclame. Des idées qui. Et on a on se met dans le mood, ambiance ici, on innove. Voilà, on peut vous laisser tester. C'est donc suno.ai, donc suno.com, pardon. Ah, suno, suno.com ou .ai. Et voilà, vous allez pouvoir envoyer des musiques à vos proches ce soir. Donc évidemment, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'avec un petit prompt très simple, il arrive à immédiatement mettre une chanson, la mettre en musique. Et bon, ça, c'est à travailler, mais ça s'écoute. J'avais une question. Est-ce que, par exemple,
chanteur en particulier, la voix d'un chanteur en particulier, on peut ou pas? Sur Suno, non, mais il y a des applications qui le font. Ouais. Mais qui ne sont pas légales. Voilà, on va voir tout à l'heure. C'est vrai que aujourd'hui, le cadre n'est pas bien fixé. Je pense qu'il va falloir encore quelques années pour bien encadrer cette intelligence artificielle. Et donc, ça fait partie des très nombreuses questions qui se posent. On parlait des auteurs. Quand on est auteur, quand on a une voix, ça fait partie de la propriété des uns et des autres. Comment on fait pour respecter cette propriété? Donc, là, typiquement, si j'utilise la voix de quelqu'un, forcément, je ne vais pas me demander la permission. Oui, parce qu'à un moment, il y avait eu une IA générative qui avait enregistré une chanson d'Orelsan Oui, mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'avec l'IA, on peut cloner les voix. Donc, on peut cloner une voix et on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et on va reprendre, si on lui fait écouter, vous pouvez utiliser HeyGen ou des solutions de ce type. Vous lui faites écouter votre voix et puis elle va être capable de reprendre vos intonations et de mettre vos intonations dans n'importe quelle langue. En français, en anglais, en japonais. Et vous parlez. Et après, il adapte vos lèvres. On a une petite vidéo après, exactement. Et donc, c'est tout à fait surprenant, mais on peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui, reproduire des avatars des uns et des autres. Alors, on a généré de l'image, on a généré du texte, on a généré de la musique, il nous manque peut-être quelque chose d'autre. La vidéo. Voilà. Et là, on commence à s'approcher de notre secteur d'activité. Ça, c'est Sora. Donc, voilà les prompts qui sont donnés à Sora. Donc, c'est un modèle d'OpenAI Microsoft. Et à partir de ces prompts, il génère une vidéo. Donc là, on a le kangourou qui danse. Et vous allez voir, il y a des images qui sont assez spectaculaires de réalité. Donc ça, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr que quand on voit ça, on se dit mais c'est pas possible. Je ne saurais plus demain distinguer le vrai du faux. Et ça se fait dans une qualité qui est extraordinaire du coup. Donc là, on est sur l'équivalent de la 4K. Et puis on peut mélanger de la réalité avec de l'animation. Il suffit de le demander. Et du coup, c'est là où on se rend compte à quel point l'intelligence artificielle saura aussi accompagner les artistes. Parce qu'à partir d'un prompt, on peut écrire l'histoire que l'on a dans la tête, on peut rebondir dessus, on peut préciser, on peut détailler et enrichir toute notre réflexion artistique. Mais il y a un temps d'appropriation et c'est ce que fait Sora aujourd'hui. Sora, aujourd'hui, c'est un modèle qui n'est pas grand public, qui est en cours d'expérimentation par des artistes aux États-Unis qui s'approprient, qui font des retours à OpenAI sur ce nouveau modèle. Vous voyez qu'il y avait pas mal de créativité qui passe par les prompts en fait, parce qu'il faut avoir l'idée de demander des choses pareilles aussi, quoi. Des bateaux pirates qui nagent dans du café. On vous passe Lumière, qui est sensiblement pareil, que vous pouvez trouver en cherchant sur YouTube, qui est l'outil de génération de vidéos de Google. Et ils ont fait des annonces. Donc en fait, Google, cette nuit, a organisé sa grand-messe, enfin cette nuit pour nous et en journée pour eux, a organisé sa grand-messe annuelle qui s'appelle Google I.O., où en fait ils annoncent leurs nouveautés produits face à toute la communauté de développeurs et de Googlers. Mais c'est diffusé et médiatisé. Et donc, vous pouvez voir toute la conférence qui dure 2 heures ou des récapitulatifs sur YouTube également. Et ils ont annoncé l'intégration de l'IA dans tous leurs produits. Et notamment pour la génération vidéo, ils annoncent VO, qui est un outil pour l'instant qui n'est ouvert que si on demande à rejoindre la bêta. Et on ne peut pas le faire en France. Ils l'ont ouvert dans beaucoup de pays, mais pas les pays européens. Et on suppose que c'est pour des questions juridiques, justement, des questions de droit. Voilà. Et peut-être qu'on se pose la question maintenant du secteur des médias. Oui, puisque comme vous le voyez, à partir du moment où on commence à pouvoir créer de la vidéo, quand on est un groupe comme Canal+, on est directement concerné.
Alors, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est du prompting qui génère de la vidéo. Simplement, quand on travaille avec des applications. On fait entrer des images dans nos applications. On a nos monteurs qui prennent ces applications, qui prennent ces images et qui construisent à partir de là. Et donc aujourd'hui, il y a toute une filière qui est organisée autour de cela. Donc je dirais que tous ces modèles, il va falloir qu'ils s'intègrent dans cette filière. Et là, c'est ce que l'on observe. On a aujourd'hui Premiere, qui est un outil d'Adobe et qui, mettons en plein écran peut-être pour tout le monde, c'est ce qui nous permet de faire du montage. Et bien maintenant, dans le montage, on va pouvoir faire appel à des images qui viennent de ces modèles. Et donc on va dire, voilà, je veux une image pour faire la continuité de mon plan. Donc là, typiquement, on a rajouté une image de continuité du plan qui s'est inspiré de ce qu'il a vu auparavant et donc il reproduit pour la suite. Donc ça nous permet de faire beaucoup de calage. Ou bien si on veut dire, bah voilà, là je veux arriver dans un environnement qui ressemble à ça, ça, ça et ça, et qui est cohérent avec les images que j'ai vues précédemment, bah, ça veut dire qu'au lieu d'aller envoyer une caméra tourner au bout du monde un décor, eh bien, on va pouvoir créer de toutes pièces ce décor et l'insérer quasiment instantanément dans notre vidéo. Donc comme Adobe qui travaille sur ses propres modèles mais qui n'est pas suffisamment avancé sur la vidéo, eh bien ils ont passé des accords avec tous ces grands modèles, donc avec Sora, avec Runway, donc avec ces modèles qui sont capables de créer de la vidéo pour les intégrer justement dans leur logiciel mis à disposition de la filière des créateurs vidéo. Et là, il a fait apparaître des diamants, par exemple. Voilà, typiquement, effectivement, il a fait... là, on a changé, on a dit, bah voilà, dans cette valise, je veux mettre plein de petits diamants. Donc, tu changes ce qu'il y a dans la valise par tous ces petits diamants. Voilà. Et donc, on voit bien que ça va accélérer extraordinairement le montage pour nos monteurs. Mais pas les remplacer. Parce qu'évidemment, c'est tout de suite la question qui est posée. Je pense qu'il va falloir apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Quand je dis apprendre à travailler avec cette intelligence, il faut s'imaginer aujourd'hui si nous étions dans le monde du travail et qu'on ne savait pas utiliser l'email. Ça semblerait fou, pas possible. Comment on s'adapterait, comment on pourrait communiquer ? Mais en fait, il y a quelques années, l'email n'existait pas, on ne communiquait pas du tout par cette voie-là. Et puis on a tous appris, puis on a tous commencé à utiliser l'email dans le monde professionnel. Bah, ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle qui nous assistera. Dans les autres cas d'usage, que l'on peut observer pour nos métiers, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est le doublage, et le doublage avec une voix clonée, effectivement, et les lèvres qui s'ajustent à la langue parlée. Juste avant que je lance, là, donc TrueSync, cette application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte quelles sont la part des mouvements du visage qui sont liés à la parole et lesquels sont liés à l'émotion, pour être capable de maintenir l'émotion tout en modifiant la partie du mouvement qui est liée à la parole. Et donc la première chose que vous voyez au début, c'est pas forcément simple de comprendre, mais c'est juste la personne qui ne parle plus, mais qui fait quand même des mouvements émotionnels. Et ensuite, vous allez voir plusieurs langues, et vous allez aussi voir le cas d'usage, en plus du doublage, de corriger un mot, par exemple, qui est grossier, qui peut pas être utilisé dans certains pays. Voilà, corriger un mot. Alors avec le son, c'est mieux. Ça, c'est la scène originale. Tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And Donc là, on vient d'avoir un remplacement de mots. Voilà. Et donc ce qui est nouveau aussi avec ça, c'est qu'avant on avait des doubleurs. Si jamais on voulait faire parler un acteur en japonais, on le faisait généralement doubler par quelqu'un qui sait parler japonais. Mais en fait, avec cette technologie, on pourrait avoir la voix originale de la personne en japonais, ce qui rajoute une dimension. Et ça pose plein de questions. Est-ce que tu
faire un petit. Première question que ça pose, c'est comment moi je teste l'IA tout en protégeant mes données. Parce que on n'a pas évoqué ce cas-là, mais en fait, les modèles sont entraînés sur des données et continuent à apprendre sur tout ce qu'on input, donc tout ce qu'on met dans la solution. Or, par exemple, des ingénieurs de Samsung ont mis le code de Samsung dans une IA, dans ChatGPT, pour faire corriger le code. Et en fait, le problème, c'est que ChatGPT apprend de ça, et quand quelqu'un d'autre d'une autre boîte lui demande des bonnes idées pour coder tel truc, en fait, le code propriétaire de Samsung était ressorti. Donc, en fait, il y a un travail de bien s'assurer, quand on travaille avec des acteurs tiers, que nos données sont protégées, ne servent pas à entraîner les modèles qui sont mis à disposition de tout le monde. Qui est l'auteur d'une œuvre créée par l'IA? Donc ça, effectivement, ça fait partie des grandes questions. On voit bien que lorsque on met un prompt, on est bien l'auteur de ce prompt-là. On crée bien une image à partir de cela. Donc, quelque part, on pourrait être l'auteur de cette création. Simplement, cette création, pour être produite, elle s'est inspirée de milliers et de milliers de créations précédentes. Et ces milliers de créateurs, d'artistes, normalement, ils sont rémunérés quand on utilise leurs images à des fins lucratives pour créer d'autres œuvres. Et donc, voilà, ça fait partie de tout ce champ des questions qui se posent dans ce domaine. L'Europe aujourd'hui essaie d'aider les auteurs dans cette approche, mais il faut s'imaginer qu'il y a tellement de données qui sont intégrées, qui sont travaillées par ces modèles, que à la fin, l'image qui aura été, crawlée, intégrée dans ce modèle, elle représente une partie infinitésimale de la création qui a été produite in fine. Et donc, c'est peut-être 0,0000001% de la création utilisée. Et donc, en fait, c'est tellement dilué qu'il n'y a plus de droit. Et donc, ça fait partie de ces questions qui se posent aujourd'hui, qui ne sont pas simples. Alors, on voit bien, les uns et les autres essaient à minima d'être capables de reconnaître quand une vidéo a été faite par de l'IA ou quand elle n'a pas été faite par de l'IA. Il y a des environnements dans lesquels c'est plus simple. Quand on parle de musique, aujourd'hui, il y a des règles en termes de musique. Si je fais X notes d'affilée, à ce moment-là, je suis une parodie. J'ai été piraté, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. Quand il y a des règles, c'est facile. Quand il n'y a pas de règles, ça devient très compliqué. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer vite sur les autres questions. Elles n'ont pas toutes des réponses. On peut se poser la question du cadre juridique. Donc, tu as mentionné, Thomas, l'Europe. La question de que sera le droit demain, parce que c'est amené à évoluer. Qu'est-ce que nous, dans nos pratiques commerciales, on met en place? Donc, est-ce qu'on autorise nos fournisseurs à utiliser l'IA dans ce qu'ils nous fournissent? Ou est-ce qu'on l'encadre? Est-ce qu'on le limite? Quelles limites nous-mêmes on se pose éthiquement? On parlait de Spotify qui refuse de mettre des créations d'IA sur sa plateforme. Il y a aussi les journaux. Certains journaux ont décidé d'interdire, ils s'interdisent et ont déclaré s'interdire d'utiliser des images pour faire toute la partie, tout ce qui est news, donc pour couvrir l'actualité, de ne pas utiliser d'images qui sont générées. On peut se poser la question de l'impact sur l'environnement. On peut se poser la question de est-ce qu'on a le droit et à quelles conditions on a le droit d'utiliser la voix de nos talents pour aller les doubler en japonais. Comment nos contrats doivent évoluer pour que ce soit possible? Quelle autorisation on leur demande pour avoir le droit de toucher au mouvement de leur visage et de leurs lèvres? À quel risque je m'expose quand j'exploite des contenus générés par des modèles qui sont entraînés par des données qui sont soumises aux droits d'auteur et pour lesquelles il n'y a pas eu d'autorisation? Et comment je m'assure qu'il n'y a pas des biais dans la façon dont sont entraînés les IA et que les contenus qui sont produits ne sont pas nocifs in fine. Donc tu citais le cas des médecins. En fait, par exemple, pour tout ce qui est détection des mélanomes, les intelligences artificielles sont plus performantes que des médecins uniquement sur les peaux blanches. Le problème, c'est qu'on n'a pas que des peaux blanches dans le monde. Donc au final, il y a vraiment une responsabilité de savoir ce qu'on utilise. Alors, au sein de Canal, ce que l'on a fait, c'est première chose, c'est qu'on essaie d'embarquer, si je puis dire, tous nos collaborateurs pour qu'ils aient une bonne compréhension de l'IA, et on essaie de les encourager à avoir des initiatives dans ce domaine pour qu'ils apprennent par eux-mêmes.
Aujourd'hui, on est allé voir tous les métiers. Comme le rappelait Gérald Brice, on est présent dans de très nombreux pays avec Canal. On est allé dans tous les pays pour expliquer ce que c'était que l'IA, pour encourager les équipes à réfléchir à des cas d'utilisation pour leur métier. Et on a référencé plus d'une centaine de cas d'usage qui venaient directement des équipes aujourd'hui. Et dans tous les domaines, que ce soit la post-production, la production, on a vu sur les images, mais aussi en termes sur les ressources humaines, sur le cadrage juridique, tous les métiers étaient concernés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du point de vue de l'entreprise, il y a plusieurs paliers de création de valeur avec l'intelligence artificielle. Vous avez le premier, ce sont les outils. Donc, c'est tous les outils qu'on met à disposition de tous les employés donc, ça va être le mail, ça va être Word, PowerPoint, Excel. Tous ces outils-là, maintenant, il y a une option intelligence artificielle. Et donc, le collaborateur est assisté. Il va probablement faire un certain nombre de choses plus vite grâce à ça. Vous avez un deuxième échelon qui est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Adobe Premiere, où là, je rentre dans des applications métiers. Donc, c'est des applications qui sont beaucoup plus pointues et qui vont concerner ma spécialité. Et donc là, pareil, il va y avoir des options IA qui apparaissent dans tous les outils pour accélérer et pour faciliter le travail du spécialiste. Mais je dirais que sur ces deux premiers paliers, en fait, toutes les entreprises vont avoir accès à ce type d'outils, à ce type d'options d'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'est un enjeu de compétitivité. Soit on y va, et du coup on travaille plus vite, on travaille mieux, on arrive à concentrer nos heures de travail sur des choses qui créent vraiment de la valeur. Soit on n'y va pas, et du coup, à la fin, ça nous coûte plus cher et on n'arrive pas à être compétitif sur le marché. Et puis, il y a le troisième palier. C'est celui qui s'appuie justement sur notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est toutes nos images. C'est les milliers de films que l'on a en catalogue. Ça va être la donnée aussi. On a beaucoup de clients aujourd'hui que l'on connaît et on va être capable, avec l'intelligence artificielle, de les satisfaire encore mieux, de les satisfaire plus. Donc de faire en sorte qu'ils restent abonnés plus longtemps à Canal, etc., etc. Et c'est à cet endroit que la transformation est probablement la plus créatrice de valeur pour nous. Et c'est là-dessus que l'on s'appuie. En revanche, c'est la plus compliquée parce qu'il faut être capable d'aller connecter l'ensemble de nos bases de connaissances, faire en sorte qu'elles se parlent bien, arriver à en extraire la bonne essence pour chacune des questions qui sont posées, contextualiser la réponse qui va s'appuyer sur ces fameux LLM, qui va comprendre nos bases de connaissances et qui va être capable de nous sortir une réponse cohérente avec notre base de connaissances qu'on lui aura exposée. C'est ça qui va nous aider énormément demain à créer de la valeur. Tu veux parler du hackathon ? Oui, on organise tous les ans un hackathon d'intrapreneuriat chez Canal pour faire émerger des projets qui sont portés par des collègues aux métiers très divers. Et cette année, le thème de notre hackathon, c'est comment réinventer son métier avec l'IA. Donc, on a identifié pas mal de projets, certains qui étaient déjà liés à des projets qui avaient été identifiés par des collaborateurs. Donc, on a fait travailler les gens ensemble et donc on est encore en phase de sélection des projets gagnants. Sur les projets que l'on priorise, évidemment, il y a tous ceux qui touchent à la relation client. Je viens d'en toucher un mot. Donc, les chatbots qui permettent d'apporter une réponse à toute question qui va être posée par un client et lui répondre du coup de manière précise et rapide. Nos développeurs techniques, aujourd'hui, ils vont être assistés pour coder. Il faut avoir en tête que Canal, aujourd'hui, c'est plus de 1000 ingénieurs
ces 1000 ingénieurs, ils travaillent avec du code et ils vont être très assistés. Et plus on va vite dans ce domaine, plus on est capable de délivrer du projet. Et puis, on voyait la gestion, la façon dont on crée les contenus, ça va beaucoup changer. Et donc, on s'emploie à améliorer, à donner tous les outils possibles à nos créateurs pour qu'ils puissent faire plein usage de leur créativité demain. Et en tant qu'employeur, je le disais tout à l'heure, l'IA, c'est comme l'email. On a une responsabilité, c'est-à-dire que l'ensemble de nos collaborateurs doivent intégrer ce que c'est que l'IA, s'approprier l'IA pour pouvoir l'utiliser demain dans le monde professionnel, qu'il soit chez Canal ou qu'il souhaite aller sur le marché du travail pour aller trouver un autre emploi ailleurs. Il faut qu'ils puissent utiliser l'IA. Et donc, c'est une forte responsabilité que l'on a d'acculturer au maximum notre groupe, nos employés, nos salariés à l'intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Donc pour ça, on a mis en place des formations, des conférences et on a créé un réseau d'ambassadeurs d'une centaine de collègues qui permettent de faire le relais dans notre groupe qui a pas mal d'employés dans pas mal de pays. Alors, il est 17h45, donc la conférence s'arrête là. Moi, je dois vous laisser, mais je pense que Laura peut répondre à quelques questions si vous en avez. Et je vous remercie pour votre écoute. Ah, tu fais le micro, trop bien. Oui, du coup, pardon. Bonjour, donc moi je veux savoir quelle est la politique de Canal+. Alors j'ai peut-être raté les premiers moments, mais par rapport en fait à l'utilisation de ChatGPT en interne, est-ce que c'est interdit ou est-ce que vous passez par copilote, ce genre de... Comment vous êtes équipé et comment vous... Voilà. Par rapport à la protection des données notamment. On a interdit effectivement l'utilisation d'applications grand public de manière professionnelle pour notamment cette question de sécurité des données. Et on a effectivement un contrat avec Copilot dans lequel nos données sont garanties. Donc on a un espace clos dans lequel nos collaborateurs peuvent poser des questions. Ok, merci. Pas d'autres questions ? Vous avez parlé des hallucinations. Donc, si vous créez une image, un son, c'est pas un problème s'il y a une erreur. Mais par exemple, l'information, il y a une véracité. Vous avez d'autres métiers. Bon, là, vous avez parlé de Canal+, mais quand vous extrapolez à d'autres métiers, par exemple la médecine, les trucs judiciaires, vous pouvez avoir des hallucinations qui sont très graves. Et alors, votre collègue a dit, on a des façons de décoder la synthèse. Le problème, il faut la remettre en cause. Et la personne qui va la remettre en cause, c'est pas sûr qu'elle va douter de ce qu'on lui présente. Et en plus, je pense qu'avec le temps, il y aura de moins en moins d'experts qui seront capables de mettre en doute ce qu'on leur donne. C'est vrai, il y a un travail aujourd'hui qu'on fait en interne en tant qu'employeur, mais qui sociétalement doit être fait. De sensibilisation à ça, c'est-à-dire que de plus en plus d'outils sont très sophistiqués pour faire croire à une réalité qui n'est pas la réalité. Et non, mais tout à fait, c'est un problème. Nous, les outils qu'on mentionnait, c'est des outils qui permettent de détecter des contenus qui sont générés par IA. Donc OpenAI annonce travailler sur un outil de détection des images qui sont faites par IA. Et il y a déjà, notamment c'est utilisé dans les écoles, mais il y a déjà des outils qui permettent de détecter si du texte est généré par IA, parce que ça pose la question en éducation des devoirs, de comment est-ce qu'on équipe les étudiants, est-ce qu'ils vont devoir tout faire avec des ordinateurs ou est-ce qu'ils continuent à réfléchir. Donc voilà, ça pose plein de questions sociétales qui nous dépassent aussi un petit peu, hein, mais qui prouvent que c'est important de s'informer et de savoir ce qui est possible de faire, quoi. Oui, je voulais savoir combien d'emplois ça a généré dans votre groupe Canal+, ces histoires d'IA et tout ça.
combien Alors, on n'a pas ce chiffre. On n'a pas ce chiffre. Pour l'instant, ça occupe beaucoup de monde chez nous parce qu'on a une équipe de data scientists qui travaille là-dessus depuis longtemps. Parce qu'en fait, l'IA, là, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait quand même des décennies que ce champ d'études existe et qui a pris plusieurs formes. Donc nous, ça occupe beaucoup notre équipe de data science. Et ensuite, on s'est organisé en interne pour mettre en place une gouvernance. On n'a pas aujourd'hui des rôles qui sont spécifiquement attribués à l'IA, si ce n'est que tout le monde y travaille. Et de supprimer des emplois, est-ce que vous y pensez aussi? À un moment donné, oui. Pour l'instant, on n'a ni créé ni supprimé des emplois. Ce qui est sûr, c'est que certaines tâches vont devenir plus forcément utiles à être faites par des humains, mais ça n'empêche que ça en crée plein d'autres. Typiquement, on voit qu'il y a un vrai travail en fait à savoir utiliser ces outils. Il y avait une analyse de Harvard Business Review qui montrait qu'en fait, plus que de la suppression d'emplois, ça va être de l'évolution des compétences des gens qu'il va falloir mettre en place. Et en fait, c'est pas les humains qui auront plus d'emplois, mais ce sera les humains qui ne se sont pas formés à l'IA qui auront peut-être plus de mal. Donc en fait, il y a un vrai enjeu, et c'est ce que évoquait Thomas, d'accompagnement pour que ces outils soient adoptés. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une question sur la formation, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce que en interne, c'est plus des formes d'initiation aux outils de l'IA, ou est-ce que jusqu'à présent, vous avez construit des parcours un peu plus renforcés sur à la fois du théorique, mais de la pratique, et sur des réflexions qui peuvent vraiment évoluer au fur et à mesure de l'usage des outils? Aujourd'hui, on a beaucoup de formations de sensibilisation aux enjeux, aux grosses questions, à ce que c'est que l'IA, de quoi on parle, quels sont les outils. On a des formations liées au prompting, donc à ce que c'est que le prompting et aux bonnes pratiques quand on prompte avec une IA. Comme on a mis en place finalement assez peu d'outils professionnels, on a surtout Bing aujourd'hui qui est un outil relativement généraliste, on est en train de développer des modules d'accompagnement spécifiquement à cet outil. Voilà, et ensuite, en parallèle de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prises de parole plus généralistes, plus théoriques, à destiner à tous les collaborateurs, et on fait des interventions régulières, parce qu'en fait, on a un grand groupe, on est 7000 personnes, donc on fait intervenir régulièrement des collaborateurs qui travaillent sur ces sujets pour qu'ils exposent les sujets sur lesquels ils travaillent à leurs pairs, pour qu'on puisse suivre aussi un peu tout ce qui se fait en interne. Donc là, pour l'instant, vous faites qu'en interne, mais vous ne faites pas de la formation en externe à d'autres... Ah oui, non, ouais, pour l'instant, on forme nos employés. Ok, merci. J'ai une autre question. Du coup, par rapport à vos développeurs maintenant, tout à l'heure, vous disiez qu'ils avaient la possibilité d'utiliser une aide pour le code. Est-ce que c'est déjà mis en place ou pas? Non, aujourd'hui, on est en train de travailler c'est en test en fait chez nous. On a plusieurs solutions qu'on teste, et en parallèle de ça, on travaille parce que à chaque mise en place de nouvel outil, pour s'assurer de ne pas avoir des risques de sécuritaire et juridique, c'est beaucoup de travail des équipes en fait. Donc là, on est en discussion avec plusieurs acteurs et on teste plusieurs outils. Mais quand on dit que c'est une priorité, c'est qu'on est en train de regarder en priorité ça parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher sur ça. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était interdit, ChatGPT, donc tous les trucs, toutes les IA grand public. Mais comment vous le contrôlez? Qu'un développeur n'utilise pas depuis son smartphone ou Pour l'instant, on l'interdit. On n'a pas mis en place de contrôle. Après, on a un service technique qui peut regarder l'usage qui est fait des choses, mais pour l'instant, on l'interdit. On a des circulaires, on a des guidelines, donc ils savent qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ok. Et donc, si là, je suis développeur, donc je le fais quand même. Comment, dans un futur proche, avec tous les mouvements qu'il y a de no-code, etc., comment vous allez assurer en fait qu'il y ait toujours la connaissance, et que dans le sens où si demain tous les jeunes, tous les développeurs sortis d'école, ils utilisent l'IA et qu'il y a un gros bug, ils n'auront plus la connaissance pour débugger sans avoir de développeurs seniors, et à un moment donné les développeurs seniors ils partiront faire de nouvelles quêtes, on va dire. Mais comment vous faites comment ça va se passer? C'est pas que pour Canal+, mais pour toutes les entreprises, cette gestion-là de la connaissance. De la gestion de la connaissance. En fait, en vrai, l'IA, je trouve que ça aide dans ce cas-là.
Parce que, alors, je vous invite à regarder la dernière démo de OpenAI, de Google, qui montre justement, c'est l'application de GPT 4.0 sur le téléphone, et en fait, ils voient le code, et en fait, ils sont capables d'expliquer le code, en fait. Quand il y a encore quelques années, ou même aujourd'hui, il y a des générations de développeurs, parce qu'il y a beaucoup de turnover en plus dans ce métier, de générations de développeurs qui développent beaucoup sans beaucoup documenter. Il y a un peu souvent un problème dans les équipes de développeurs on ne prend pas le temps de documenter ce qu'on a fait. Et il y a déjà ce problème de l'ancienneté, on n'arrive pas à comprendre le code de quelqu'un d'autre et potentiellement à un moment on jette tout à la poubelle pour tout recommencer. Donc je trouve que l'IA, ça aide à beaucoup accélérer cette tâche qui sont rébarbatives et pas intéressantes pour un développeur de documenter ce qui est fait. Et au contraire de rendre plus accessible le code et ce qui a été créé au sein de l'entreprise. Après, je pense qu'effectivement, il va y avoir des travails de bonne pratique, de gouvernance, de bonne gestion de la connaissance pour pas que l'expertise parte et que la valeur reste dans la boîte. Okay. Je suis pas experte du domaine non plus. Oui. Hein, mais Merci beaucoup. Merci. Merci déjà pour la conférence. Moi, j'avais une question toute simple. Vous avez parlé de computer vision. Est-ce que à terme, chez Canal+, vous utiliserez des agents autonomes, notamment au niveau de la relation client par exemple, un exemple tout simple. Je vais pour payer un abonnement Canal+, ils m'ont débité de l'argent alors que je m'étais désabonné. Généralement, ça peut énerver les gens. Et notamment au service client. Du coup, est-ce que à terme chez Canal+, vous potentiellement à terme vous utiliserez des agents autonomes, que ce soit dans la relation client et après peut-être dans le code, dans la création de contenu? Alors, dans le code et la création de contenu, probablement pas. Enfin, ce sera en tout cas pour l'instant le mot d'ordre, c'est des outils qui augmentent les humains. Ensuite, les agents autonomes du service client, ça existe déjà, c'est déjà mis en place, parce que en fait, tout le travail d'un service client, d'une plateforme de service client, c'est de filtrer. En fait, il y a des cas très simples à gérer et des cas beaucoup plus complexes. Et en fait, les agents autonomes, ça permet d'aiguiller le travail des agents réels sur les cas complexes et de gérer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement les cas simples. Donc oui, pour améliorer la vitesse d'un service client, c'est clairement un très bon... une prio en fait chez nous, et c'est quelque chose qu'on faisait même avant les dernières versions de l'IA. Il y avait déjà des chatbots qui permettent d'adresser les questions les plus simples. D'accord, merci. Merci pour la conférence, c'était super intéressant. Il y a de ça quelques années, Netflix s'était illustré en utilisant beaucoup les statistiques de séries qui avaient été préalablement diffusées pour construire les scénarios des futures séries et faire qu'elles aient une grosse accroche avec le public. Est-ce que c'est quelque chose justement en termes de génération de contenu que vous avez exploré? Alors non, chez Canal, on n'a pas aujourd'hui ce travail statistique, on n'a pas codifié toute notre base de données de contenu pour les traduire en statistiques. On regarde évidemment, en fait aujourd'hui c'est fait beaucoup par de l'humain assisté par de la data, c'est-à-dire que évidemment, en tant que directeur des programmes, je regarde ce qui marche et je me fais une idée en voyant ça et en voyant aussi ce qui marche à l'étranger, ce qui marche chez les concurrents, de ce qui marche. Mais ça reste beaucoup de l'intuition aujourd'hui plutôt que de la science. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Netflix, pour moi, ils sont revenus en arrière beaucoup de ça. Parce que la création, elle ne marche pas de manière statistique. Et c'est justement une des limites de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, c'est probabiliste en fait. Tout fonctionne par de la probabilité. Donc s'il n'y a pas de la créativité humaine qui intervient à un moment, on va finir avec une convergence de contenu qui n'est pas forcément souhaitable ni attractive. Donc je pense que et Netflix et Canal mettent beaucoup l'humain et la création humaine au cœur de ce qu'ils font et de ce qu'on fait. Enfin, nous, de toute façon, on n'est pas équipés aujourd'hui pour avoir une vision scientifique de ce qui marche. Bonjour, donc merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai en novice complète. Là, j'ai découvert plein de choses avec vous, donc merci infiniment. Pour tout vous dire, ça me fait quand même un petit peu peur.
Alors, cette conférence s'inscrit dans le cadre donc, de Viva ici, organisée notamment par la mairie d'ici, par les collectivités, par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous attendez justement des pouvoirs publics par rapport à l'intelligence artificielle? Et est-ce que vous les trouvez assez sensibilisés, assez au fait de tout ce qui se passe? Bon, vous n'aurez peut-être pas une réponse exhaustive, mais voilà, vu de Canal, comment vous voyez les choses? Merci beaucoup. Je pense que nous, du point de vue de Canal, ce dont on a besoin, c'est d'un cadre. On voit qu'on vous a donné une série de questions. En fait, il y en a plein qui n'ont pas de réponse parce que c'est juste pas, on n'a pas eu les institutions qui se sont mis autour de la table pour réfléchir à comment est-ce qu'on redéfinit le droit d'auteur, comment est-ce qu'on adapte la législation pour prendre en compte ces nouvelles technologies. Donc, je pense qu'un cadre, évidemment, c'est la chose qui serait confortable. En attendant un cadre, on doit se faire nos propres convictions et finalement on crée le cadre par nos interactions avec nos partenaires et par la contractualisation en fixant certains seuils d'exigence sur la façon dont on fait les choses. Les pouvoirs publics chez Canal, on travaille avec sur ces sujets. On a été interrogé par plusieurs commissions qui ont rendu déjà des rapports avec des recommandations sur comment avancer avec le sujet de l'IA, comment le prioriser, comment pas rester non plus en marge de ce qui est quand même une grosse vague d'innovation. Tout en garantissant un cadre. Donc nous, on travaille avec les pouvoirs publics. Après, il y a forcément une frustration qui est que c'est des choses qui prennent du temps et la vie de la technologie avance très très vite. Donc ça, je pense, sans jeter la pierre à personne, c'est effectivement quelque chose avec lequel il va falloir composer dans les années qui viennent. C'est que le cadre va avancer beaucoup plus lentement que la technologie, quoi. On est bon ? Bonjour, une question un peu prospective. Là, vous avez beaucoup parlé de IA générative, LLM, mais il y a aussi les SML, et il y a même d'autres technologies d'IA. Quelle est la position du groupe Canal+ par rapport à ça? Merci. Alors, nous, la position du groupe aujourd'hui, on travaille effectivement avec tout l'historique. On a des générations de data scientists qui ont travaillé avec du machine learning plus classique. Là, l'IA générative, c'est effectivement le focus de cette présentation parce que c'est les dernières avancées, les choses qui apportent des applications concrètes. L'approche du groupe, c'est de garder un esprit de test et d'acculturation, mais aussi une approche priorisée parce qu'il y a beaucoup de choses et donc on réfléchit vraiment à où est-ce qu'on va investir et où est-ce qu'il y aura de la valeur. Donc aujourd'hui, voilà, on reste à l'écoute, mais on essaie d'avancer aussi avec des choses qui sont très concrètes et aujourd'hui, les choses les plus concrètes, ça va être tout ce qui est data science, machine learning et IA génératif, tout en sachant que même sur les générations de technologies passées, on n'a pas forcément développé tout ce qu'on voulait développer. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est un gros enjeu en tout cas de continuer à avancer avec ces technologies et en tirer le meilleur. Bonjour, merci pour la conférence. J'aurais aimé savoir si vous avez déjà mis en place des mesures pour éviter le pillage de vos contenus ou données. Parce qu'en fait, finalement, tous ces modèles qui existent aujourd'hui sont basés sur un pillage généralisé du web, que ce soit de l'open source ou des droits, enfin, avec des droits protégés. Donc, est-ce que vous avez mis en place des stratégies justement pour empêcher cela sur le contenu que vous pouvez avoir en ligne, par exemple? Okay. Alors, oui, dans la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui nous empêche formellement, enfin qui nous permet formellement on a surtout des acteurs qui aujourd'hui prennent les données et ne se formalisent pas d'un cadre qui n'existe pas, qui n'est pas écrit. Néanmoins, certains des gros acteurs ont mis en place des solutions d'opt-out. Donc c'est une possibilité au sein du code de demander aux robots des acteurs qui entraînent des modèles d'IA de ne pas scroller son contenu à des fins d'entraînement. Et donc ça, on l'a mis en place pour les acteurs qui eux-mêmes reconnaissent l'opt-out, que sont Google et OpenAI. Je pense qu'on a fini. Je vous remercie. Merci beaucoup.